En matière d'électricité, nous produisons assez d'électricité pour pouvoir, qu'on appelle ça, distribuer l'électricité dans tout le pays au Congo-Brazzaville. On a le barrage d'Imboulou. On avait parlé d'Imboulou. Quand il y a eu Imboulou, on a dit il n'y aura plus de délestage. Imboulou fait 120 mégawatts, mais on utilise à peu près que 60 mégawatts. Il y a Moukoukoulou, 73 mégawatts. Il y a le barrage du Doué, 35 mégawatts. Il y a l'Iweso, 9 mégawatts. Et il y a la centrale électrique du Congo, donc la centrale à gaz de Pointe-Noire, qui fait 475 mégawatts. Il y a deux problèmes qui se posent. Le premier problème, c'est le problème du transport. Donc, il faut des lignes à haute tension qui ont une grande capacité pour pouvoir transporter ce courant de la centrale électrique du Congo de Pointe-Noire jusqu'au niveau, au niveau de Dolusie ou de Brazzaville. On n'a pas fait les investissements. Oui, mais pendant que vous êtes en train de développer euh, cette réponse, j'allais dire, cette thèse, c'est que vous dites qu'on n'a pas investi. Pourquoi on n'a pas investi? Puisque les Congolais payent. Ah oui, C'est pas gratuit. Ils payent. mais non, mais c'est une politique. Eux, ils payent, vous les payez, ils prennent l'argent. Et il y a aucun service qui est rendu. Parce que C'est moi, ça ce que j'ai semblé comprendre, vous l'avez dit tout à l'heure, finalement, le Congo-Brazzaville a la capacité nécessaire de servir du bon courant à tous les Congolais. Et c'est disponible au Congo. oui, Mais ils ne le font pas parce que, vous disiez tout à l'heure, le circuit de distribution est défectueux, s'il faut le dire comme ça. Ils n'ont pas investi. oui. Mais ils n'ont pas investi. Pourquoi? Alors que, et c'est la question que je posais tout à l'heure, les Congolais payent. Quand vous ne payez pas, il y a des pénalités qui s'appliquent à vous. Ils prennent l'argent, ils mettent dans les poches. Après, un matin, on vous dit, bon voilà, on n'investit pas. Ben, il faut poser la question aux responsables. On sait que nous avons suffisamment d'électricité pour pouvoir euh, emmener le courant partout au Congo-Brazzaville. Je vous ai donné les capacités de production des différents barrages qu'on a et de la centrale électrique du Congo. Déjà avec 475 mégawatts, c'est énorme. Et qu'est-ce qui se passe dans le même temps? Dans le même temps, il y a des gens du clan de M. Denis Sassou Nguesso qui récupèrent le peu de courant qui arrive à Brazzaville de la centrale électrique du Congo et qui le revendent à Kinshasa. Donc, ce qui favorise des délestages. Et en même temps, au niveau de Brazzaville, nous achetons encore du courant, de l'électricité à Kinshasa. Donc, Pardon, docteur, attendez, je comprends plus ben rien. oui, Donc, il y a assez d'électricité au Congo, c'est-à-dire il y a une capacité nécessaire pour servir tous les Congolais. On tout n'arrive à fait. pas à les servir simplement parce que on présente un autre Ben, il y a facteur, deux problèmes. Il y a un voilà, on problème n'a pas de... investi. Mais dans le même temps, on peut vendre cette électricité à l'extérieur pendant que les Congolais manquent d'électricité. C'est Ouais, ça. tout à fait. Donc, quand vous lisez les arrangements Fumedeni, il y a une compagnie qui est là, détenue par un membre du clan, qui vend de l'électricité qui récupère au niveau de la E2C à Kinshasa. Un membre du clan, apparemment, vous le connaissez. Mais si nos affaires, en fait, ils gèrent les affaires publiques, tous ceux qui sont en Tout à fait. responsabilité au Congo, ben, c'est les responsabilités publiques. On peut citer leur nom. Non, mais c'est le nom est dans l'article. Non, j'ai pas mis le nom dans l'article, mais bon, c'est pas un débat personnel, mais on sait que c'est le plan et puis voilà, ils font ce qu'ils veulent. J'espère que c'est pas toujours Christelle Denis Sassou Nguesso qui est en train finalement de tout vendre, parce que lui, il est capable de tout ça. C'est possible, mais vous C'est le voyez, monsieur qui vend notre pétrole, c'est lui qui vend les terres, c'est lui qui, voilà. Et là, dans l'électricité, euh, je, je crains que ça soit encore lui, parce que là, ce n'est plus normal. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur R7 et bienvenue dans ce numéro de Droit de savoir. Avant de commencer cette émission, je viens de vérifier le cours du pétrole sur le marché international. Le baril est à 84 dollars.
américains. Nous sommes le 30 mai 2024. Je vous rappelle également que le budget du Congo-Brazzaville 2023 avait été élaboré sur la base de 60 dollars américains. Donc, il y a un gap. Vous avez probablement compris que nous allons parler de l'économie de la République du Congo, autrement appelée Congo-Brazzaville, ce pays qui sombre davantage, embourbé dans une dette colossale dont personne ne comprend l'origine, mais surtout, à quoi auraient servi tous ces prêts contractés? Un pays qui n'a plus de repères, tous les voyants sont au rouge. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau R7 le docteur Patrice Aimé Césaire Nyakassissa. Bonjour, docteur. Bonjour, Monsieur Christian Parrain. Merci, docteur, d'être avec nous sur R7. Vous êtes praticien hospitalier, mais aussi d'une culture intellectuelle variée, notamment sur les questions sociopolitiques, économiques et sécuritaires du Congo-Brazzaville. Vous êtes auteur de plusieurs tribunes, parmi lesquelles Les arrangements fumeux d'Eni au Congo-Brazzaville, que nos téléspectateurs peuvent retrouver sur le site d'information Zengamambo. C'est un article qui a été publié en mai 2023. Il y a de l'eau dans le gaz congolais, ça risque d'exploser. Voilà l'attaque de votre article. Le même modus operandi se met en place pour dépouiller le peuple congolais de ses ressources au profit du clan Sassou Nguesso et des multinationales énergétiques étrangères, telles que Eni, Total Energy, Perenco, etc. Comme d'habitude, se profile à l'horizon leur désormais célèbre maxime, tout pour eux, rien pour le peuple congolais. Ma question, docteur, la réalité a-t-elle changé ou nous sommes toujours dans la logique de tout pour eux, rien pour le peuple congolais? Merci beaucoup. Mais effectivement, nous sommes toujours dans cette logique de prédation de nos ressources par un clan qui s'est installé par la force au pouvoir et ça continue, ce qui est bien, bel et bien dommage pour un beau pays comme le nôtre. Donc, si nous parlons aujourd'hui de la dette du Congo qui, au 31 décembre 23, oui. 2023, était à 8 497 milliards de francs CFA, soit 14,1 milliards de dollars américains, et ce qui correspond effectivement à la moitié de la somme dérobée par M. Denis Sassou Nguesso sur les 28 milliards de fonds de génération future. Donc, vous voyez qu'avec cet argent, le Congo ne serait pas endetté, on a encore 14 milliards de dollars dans les caisses. Donc, le système est toujours le même, il continue, le système de prédation de nos ressources. Oui, mais qu'est-ce qui peut expliquer, d'abord selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer cet endettement où lorsqu'on sait qu'il y a à peine une année de cela, Anatole Makosso faisait comprendre et il répondait aux questions, je crois, sur une chaîne internationale, euh, que le Congo avait ramené sa dette à 91%. Quelques 6 mois seulement, ou je veux dire 8 mois, on est reparti à presque 99% de la dette. Mais il faut voir le contexte. Il faut remonter quelques années en arrière. Quand on sait que M. Denis Sassou Nguesso est l'esthète des slogans et des promesses non tenues. Donc, quand on remonte en 2010, le Congo avait une dette de 9,2 milliards de francs CFA et a eu accès à l'initiative des pays pauvres très endettés. Donc, de 9 milliards 2 millions de dollars américains, on a ramené la dette à 2,4 milliards de dollars. Donc, ce qui est ramené la dette à 26% du PIB. Donc, le produit intérieur brut, c'est-à-dire que les ressources générées par le pays en une année en fonction de notre activité économique. Tout en sachant que notre activité économique est essentiellement basée sur les recettes du pétrole, du bois et maintenant un peu du gaz non liquéfié. Et qu'est-ce qui s'est passé? On est revenu à 26% et quelques mois après, M. Denis Sassou Nguesso se retrouve aux États-Unis avec ses délégations dans le plus bel hôtel de New York, le Astoria Hotel, Waldorf Astoria Hotel, où ils prennent du champagne et puis ils dépensent pour au moins 400 000 dollars de nuitée pour toute la délégation. Donc, c'était pour faire une entourloupe à le FMI, à la Banque mondiale et puis au Club de Paris,
qui avait ramené la dette. Donc, on était déjà dans la gabegie. Qu'est-ce qui peut expliquer la dette congolaise actuellement? Parce qu'aujourd'hui, on est à 98,96% du PIB. C'est-à-dire que quand les Congolais travaillent, ils travaillent pour payer la dette. C'est ça. Parce que c'est le produit intérieur brut, c'est les richesses accumulées en une année. Ce qui peut expliquer la dette, vous savez que la dette congolaise, elle est à 57% de dette intérieure et 43% de dette extérieure. Nous allons commencer d'abord par la dette des traders. Vous savez qu'il y a eu des prêts gagés. Tout à fait, oui. Donc, on est encore en train de rembourser des prêts gagés de Glencore et Trafigura par des cabinets juridiques ou des banques qui conseillent le Congo pour essayer de rembourser cette dette. Donc, vous voyez déjà que quand on travaille, les Congolais travaillent déjà pour payer la dette. Deuxièmement, on a la dette intérieure du Congo. La dette intérieure du Congo, dans la dette intérieure du Congo, on a 60% de la dette intérieure du Congo, elle est constituée de fausses factures. Donc, les fausses factures qui sont faites par le clan Sassou Nguesso. Donc, quand on travaille aussi pour rembourser cette dette intérieure qui constitue à 60% des fausses factures. Oui, Là, docteur, pardon, pendant que vous allez continuer, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a un remboursement qui se fait, notamment les traiteurs, hein, on est en train de rembourser. Et le oui, paradoxe, c'est que pendant qu'on est en train de rembourser les dettes, elle augmente encore, disons aujourd'hui, à 99%. Encore qu'on parle de 98, quelque chose. Mais la dette est en train d'augmenter alors qu'on est en train de rembourser. Et j'ai dit tout à l'heure, j'ai rappelé dans mon introduction que le pétrole se vend très bien. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'au moment où le Congo est en train d'engranger beaucoup d'argent avec son pétrole et qu'il continue à s'endetter, et qu'est-ce qu'on fait finalement de cet argent? C'est la question que tout le monde se pose. oui, mais cet argent généralement c'est la SNPC, la Société nationale des pétroles du Congo, qui est en charge de récupérer cet argent. Mais cet argent, la SNPC ne reverse pratiquement rien au trésor public. Cet argent est géré par Monsieur Denis Sassou Nguesso, le directeur général de la SNPC. Voilà. En un mot, La vous êtes en train SNPC, de dire, ils ont fait du pétrole leur patrimoine, hein, leur propriété la privée. SNPC, c'est la vache à lait du plan Denis Sassou Nguesso. Vous savez que la SNPC est basée à des bureaux à Dubaï et à Kinshasa, là où il y a des banques. Pourquoi on parle de Kinshasa? Vous savez que la RDC n'est pas dans la zone CEMAC. Mhm. Donc, quand la SNPC vend du pétrole, récupère de l'argent à partir de Dubaï, le transfère dans les banques à Kinshasa, donc peut récupérer cet argent en dollars et l'emmener à Brazzaville pour le transformer en francs CFA. Mais si la SNPC vend ce pétrole et veut l'argent en francs CFA, effectivement, ça passera par la Banque de France et on saura effectivement ce qu'ils font de cet argent. Donc, c'est une arnaque qui se passe très, très bien entre Dubaï et Kinshasa pour que la SNPC, qui sert de vache à lait au plan Sassou Nguesso, puisse avoir du cash pour pouvoir fonctionner. Et il y a un gouffre financier aussi qu'on appelle la présidence de la République. Vous savez que le budget de la présidence de la République, personne ne le connaît. Il est illimité. Et quand ils sont en manque de fonds, parce qu'ils ont des fonds de souveraineté, des fonds de sécurité qui sont alloués depuis le début de l'année. Quand ils sont en manque de fonds, on va chercher dans d'autres ministères pour renflouer la présidence de la République. Comme M. Denis Sassou Nguesso se déplace, par exemple, pour aller à Oyo, c'est considéré comme un voyage à l'étranger. Pourquoi? Parce que il faudra sortir les fonds pour les renseignements généraux, la sécurité présidentielle, la garde républicaine, les officiels qui vont l'accompagner et tout son personnel. Donc tout ça, ça fait
beaucoup d'argent pour le peuple congolais. Alors donc, si j'ai bien compris, la dette congolaise, elle est voulue, en un mot. Elle n'est pas une conséquence d'une... voilà, Mais euh, parce que c'est dire, dernièrement, il y a encore 2 ans de cela, on nous parlait de la chute du prix du baril de pétrole. Mais là, on comprend très bien que et par rapport aux explications que vous donnez, c'est une dette voulue. La crise congolaise, elle est volontaire, en fait. non, mais, là, on n'a pas encore soldé nos dettes. La dette chinoise, quand on vous dit tous les édifices qui ont été construits, les surfacturations de M. Jean-Jacques Oudouya, la dette chinoise, elle est là. On n'a pas encore épuré la dette chinoise. Voilà. Et puis, il y a aussi la dette de M. Odjen, qui était un ancien associé de M. Denis Sassou Nguesso dans les BTP, qui aurait construit des écoles ou des ponts. Je ne sais pas si vous les voyez. C'est une dette qui est passée de 100 millions d'euros maintenant à 1 milliard d'euros. Donc, les Congolais sont étranglés. Donc, quand les Congolais travaillent, ils remboursent pour payer la dette du Congo. Ils remboursent pour payer aussi ces sociétés fictives chinoises qui font partie de la dette intérieure. Mais ces sociétés fictives chinoises appartiennent à qui? Ça appartient à M. Jean-Jacques Bouillard. Donc, quand vous, Congolais, vous travaillez, vous payez le clan Denis Sassou Nguesso. Mais c'est là où il y a quelque chose qui cloche, parce que les Congolais travaillent, vous avez dit, pour payer la dette. Dans le même temps, on a des ressources comme le pétrole, le bois, les minerais, nous avons le port en eau profonde, et l'argent généré par ces ressources va dans les poches de M. Denis Sassou Nguesso, c'est ça. C'est-à-dire, lui, il récupère tout ce que produit le Congo, et dans le même temps, les Congolais doivent rembourser ce que lui, il prend, qu'il met dans la poche. Ah ouais, mais comment pouvez-vous expliquer qu'en 2010, on avait une dette qui était avec le PPTE, l'initiative des pays pauvres très endettés, on était à 2,4 milliards de dollars. Et aujourd'hui, on est à 14 milliards de dollars. Donc, c'est tout simplement une mauvaise gestion de la chose publique qui se profile à l'horizon. Au niveau de la masse salariale, vous savez que 40 à 50% des fonctionnaires, la masse salariale sont des fonctionnaires fictifs. Donc tout ça aussi, ce sont Des des coûts. fonctionnaires fictifs, cela veut dire que des gens qui n'existent pas, mais bon, Qui qui sont n'existent pas, oui. payés Oui, qui sont payés, oui, 50%. 40, oui, mais ça a été récemment, on en a parlé, 40 à 50% des fonctionnaires sont des fonctionnaires fictifs. Donc tout ça aussi, ce sont des manques à gagner pour le peuple congolais. Il y a des ministères au Congo-Brazzaville qui lancent leurs recettes, c'est-à-dire que les ressources générées par leur ministère au niveau de la banque postale. Cet argent ne va pas au trésor. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de porosité au niveau de la récupération des recettes de notre pays. Et d'ailleurs, pendant que vous le dites, Mathias Nzon nous révélait, évidemment, disait la même chose, que finalement, ni l'argent du pétrole, ni du bois, rien du tout ne va au trésor. Désormais, le trésor est vide. Ils ont transformé ben voilà, ils ont thésaurisé tout l'argent et c'est géré depuis les villas des dignitaires du Congo. Quand on fait la politique, on est un homme informé. On est très informé. Vous devrez vous en douter. Regardez ce que nous avons dit. Ramenez l'argent qui est à Singapour. Ramenez l'argent qui est à Dubaï. Ramenez l'argent qui est au Panama. Mais il y a la Chine, où des individus congolais ont une fortune colossale. Des individus, pas l'État. Une fortune colossale que les 4 millions de Congolais exclus, eux, réunis, ne peuvent pas avoir, même pas le millième. Non, on dit, l'argent se trouve à tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit, ramenez ça. Mais ça, c'est qu'on ramène de l'extérieur, mais au pays. Pourquoi au trésor, il n'y a rien? Il n'y a pas d'encaisse au trésor. Vous avez déjà été au trésor? Moi qui vous parle, j'ai fait construire une salle forte, que même une roquette ne peut pas percer. Là. Mais allez ouvrir cette salle forte, il n'y a rien. Il n'y a même pas une fois. Mais je lance un appel aujourd'hui, que les Congolais demandent qu'on fouille les domiciles des hommes politiques. Là, vous serez surpris.
vous serez surpris des milliards, des centaines de milliards qui sont à domicile. Mais lorsqu'ils ont peur, les Congolais risquent de sortir dans la rue, qu'est-ce qu'on fait? On va sortir un peu cet argent et on paie les salaires. Moi, Mathieu, je le sais. Alors, mais ici, quand vous dites 50% des fonctionnaires sont des fictifs, dans le même temps, on veut créer de l'emploi et qu'on n'arrive pas à créer ces emplois, ça veut dire que c'est un problème de manque de volonté politique, simplement. Parce que s'il y Oui, a 50% d'effectifs, ça veut dire que c'est des postes qu'on peut voilà, donner à la jeunesse, aux jeunes Congolais. mais quand vous êtes aux affaires, c'est une volonté politique. Mais quand vous avez eu comme théorie, il faut affamer le peuple pour le maintenir sous votre coupe, et vous faites ce que les gens font actuellement. Euh, Quand on remonte encore en arrière, quand on voit tous les slogans qu'il y a eu, autosuffisance alimentaire d'ici à l'an 2000, agriculture priorité des priorités. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on veut sous-traiter notre agriculture au Rwandais. Vous connaissez le problème de la cession des terres aux Rwandais, soi-disant pour venir cultiver du piment, du maïs, des arachides. Bon, tout ça, nous, on sait faire, non? Tout ça ne sont que des slogans. Même quand on parle de l'année de la jeunesse, je pense qu'il y a eu au moins 156 milliards de francs CFA qui ont été débloqués. On est pratiquement à la fin du premier semestre. Quel est le bilan? Sinon que c'est l'armée qu'on réquisitionne pour recruter ces jeunes. Donc, il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de volonté politique. C'est une mauvaise gestion de la chose publique. Comme disait feu président Youlou, ces gens-là ne sont venus que pour leur poste et pour leur argent. Donc, c'est ce qui se passe actuellement. Alors, ils sont venus pour leur poste, pour leur argent, encore que... Mais c'est quand même difficile de comprendre que tout l'argent généré par les ressources naturelles et les ressources du Congo soit confisqué par un seul clan. Et après, on se pose la question, que font-ils avec cet argent, puisque sur le terrain, on ne voit rien, aucun investissement. D'ailleurs, comme disait, puisque c'est Andeli qui le révélait, que tout- toutes en fait, les structures, hein, il parlait des structures construites, les investissements qui ont été faits au Congo, il parlait de Brazzaville et de Pointe-Noire, relèvent des prêts chinois. Tout, il disait bien tout, Tout à toutes les fait, infrastructures tout à fait. Oui. ont été construites avec des prêts chinois. La dette du Congo vis-à-vis de la Chine est de 1100 milliards, je dis bien 1100 milliards, en ce qui concerne la partie publique et bancaire, et 225 milliards en ce qui concerne la partie privée et commerciale. Donc au total, en gros, 1300 milliards de francs CFA que nous devons à notre partenaire et pays ami, la République populaire de Chine, pour l'ensemble des travaux que vous voyez dans tout Brazzaville. La corniche, les tours jumelles, la nationale 1, et j'en passe, et le ministre Bouyam à gauche est plus capable d'ailleurs, plus apte à vous faire citer l'ensemble de la contrepartie de cette dette. Entre-temps, le Congo vend ses ressources, exploite. Tout à l'heure, je parlais de votre article intitulé voilà, Arrangement fumeux d'ennemis au Congo, Brazzaville. Et nous avons vu aussi qu'il est allé inaugurer, c'était en février dernier, si je ne me trompe pas, l'usine voilà, de production de gaz naturel liquéfié. Alors, donc, cela veut dire que tout ça, moi, j'imagine un peu, je me représente un peu ce que ça peut représenter en termes de finances, en termes d'argent, que le Congo peut bénéficier de toutes ces ressources, mais qui se retrouvent confisquées par un clan. À ce moment-là, on parlera de quoi? D'incompétence? Je ne pense pas. De mauvaise foi? Peut-être. Mais pourquoi alors? Mais c'est une volonté politique, c'est un système de prédation qui est en place. Comme vous l'avez L'objectif, dit c'est tout à quoi de l'heure, ce système finalement? avec le pétrole, le gaz, le bois, on est capable d'assurer nos charges de fonctionnement au Congo. Mais ça ne se passe pas ainsi. Vous parlez de l'inauguration du De l'usine de GNL, production du de gaz génie. national liquéfié.
mais c'était une vraie fausse inauguration parce que le premier bateau n'est pas encore parti. On se rend compte que le Congo n'a pas encore encaissé le moindre sou pour la première cargaison du gaz naturel liquéfié. J'avais écrit Mais pourtant, ça a été rapporté par un article, c'était les médias la étrangers. vraie fausse inauguration. On a tourné un volant qui emmenait le gaz au niveau de la centrale électrique du Congo. Vous savez, quand nous avons une centrale électrique du Tout à fait, Congo oui. à Pointe-Noire qui a produit 475 mégawatts, ne sont, qui sont sous-utilisés à cause des problèmes de transport et de lignes de production. Voilà, donc nous sommes toujours dans cette magouille. Et Eni a dit qu'il avait, disons, promis un investissement de 5 milliards. Mais comment voulez-vous amener 5 milliards dans un pays sans pour autant que ça passe au niveau du Parlement, que l'on sache à quoi servira cet investissement, où ça ira, quels sont les emplois qui seront créés, et c'est jamais publié au journal officiel. Donc, on est dans un système de blanchiment d'argent. Personne ne sait à quoi servent les 5 milliards promis par Eni pour le Congo-Brazzaville. Vous avez déjà vu un contrat publié dans le journal officiel? Ça n'existe pas. Ça a été débattu au Parlement? Non, pas du tout. Ben voilà, donc on est dans un système de blanchiment d'argent sale. Mais n'oublions jamais que M. Denis Sassou Nguesso a fait disparaître 14 000 milliards de francs CFA, soit à peu près. Moi, je parle de 28 milliards de francs CFA parce que le cours d'antan, c'était le 1 dollar, c'était 500 francs CFA. Donc, ça fait 28 milliards de francs CFA. Donc, aujourd'hui, nous avons une dette qui est à 14 milliards, c'est-à-dire que la moitié des 28 milliards qui ont disparu. C'est bien Voilà. dommage, mais bon, Donc, on comprend on bien se rend que compte que dans tous les investissements qu'il faut, c'est le clan qui fait des investissements et c'est le Congo qui paye le clan. Vous comprenez? C'est tout simplement ça. On est dans un système mafieux. Même la tour, les deux les tours immeubles jumelles, oui. qui ont été inaugurés sont gérés par un consortium qui appartient au clan. Alors, donc, c'est un système de prédation, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Denis Sassou Nguesso est arrivé au Congo. Il a fait finalement du Congo, comme vous l'avez dit, sa vache à lait. Il n'est pas là pour gérer le Congo. Il n'est pas là pour les Congolais. C'est ce que j'ai cru comprendre. Ben oui, mais il a bien dit sur Africa 24, il est arrivé au Congo, il a détruit l'éducation. Ça, c'est pas nous qui le disons, c'est lui qui le dit. Nous avons, dans les années 70, on avait pratiquement un taux d'alphabétisation au Congo-Brazzaville qui avoisinait les 100%. Mais actuellement, je pense que c'est entre 30 et 35%. Donc, on a détruit l'éducation, on a détruit la santé, on n'a plus accès à l'eau potable parce que les canaux d'adduction d'eau, c'est-à-dire que chercher l'eau au niveau de la source et l'emmener au niveau du robinet, n'ont pas suivi la démographie au niveau du Congo-Brazzaville. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont déboursé au moins 400 millions de dollars pour creuser des puits. Ils ont fait des forages. Or que quand vous faites des forages, il y a des risques de contamination dans notre contexte de l'eau par les latrines qui sont à côté. Vous avez suivi l'épidémie de maladie diarrhéique qui s'est passée à Dolisie. Voilà, Oui, la donc chikungunya. on a fait du Congo un gruyère. Donc, avant le Congo, nous, on avait ce qu'on appelait les fontaines, là où on allait chercher de l'eau dans les quartiers. Surtout quand j'étais à Poto, dans la rue Makwa, on avait deux, trois rues après la nôtre, des fontaines où l'eau coulait 24 heures sur 24. Et c'est plus possible parce que il n'y a pas une planification de la chose publique. Et c'est le cas de... Ce qui est intéressant au Congo, c'est que les Congolais savent faire les planifications, ils savent faire les rapports. Mais le problème qui se pose, c'est le problème au niveau de la réalisation. Quand vous connaissez la roue de Ming dans la gestion des projets qu'on appelle le plan du Check Act,
c'est-à-dire la planification, le doux, c'est faire la réalisation, et check, vérifier, évaluer, et acte, réagir, c'est-à-dire essayer de corriger. Mais il y a un mot que vous ne trouverez jamais dans la gestion de projet au Congo, c'est l'évaluation. Qui a déjà évalué les différents projets qui se sont passés au Congo? Mais Personne. pardon, alors donc là, je suis en train de comprendre, et comme je l'ai dit tout à l'heure, on a affaire à en fait, à une bande Personne n'a jamais qui évalué englobe. les projets au Congo. Quand il y a eu le plan quinquennal, quand il y a eu le plan d'ajustement structurel après, qu'est-ce qu'on a dit? Le plan a glissé. Mais quelles en étaient les causes? Rien. On a Oui, mais eu la c'est nouvelle le cas de espérance. constater que tous les plans, tous les projets qui sont annoncés ne sont que des stratégies pour détourner de l'argent. C'est ce que j'ai cru comprendre. Parce que tous les plans, tous les programmes qui ont été présentés, aucun n'a réussi, aucun n'a été matérialisé. Cependant, l'argent a été débloqué. Voilà. Donc, aucun n'a été évalué. Il y a un problème qu'il faut savoir au Congo-Brazzaville. Au Congo-Brazzaville, quand il y a un projet, quand on fait une évaluation, quand il y a un rapport, il y a un seul rapport qui est remis au président de la République. Prenons par exemple la municipalisation accélérée du pool. 500, à peu près 570 milliards de francs CFA. Taux de réalisation de projet, 30%. 70% évaporé dans la nature. Mais M. Denis Sassou Nguesso, il a le rapport, il a dit. Il sait qui a fait quoi. Mais c'est comme ça qu'il tient les hommes politiques. Municipalisation accélérée de Kinkala. Taux de réalisation de projet, 30%. On a sorti 570 milliards. Alors, où sont passés les 70%? Et personne n'est interpellé, voilà. Non, mais le rapport existe. Ça, les Congolais savent faire. Le rapport, il existe. Mais il n'y a qu'un seul rapport. Et celui qui détient ce rapport, c'est M. Denis Sassou Nguesso, qui se sert de ça pour tenir un peu en laisse ses amis politiques. Parce Alors qu'il donc, avait ceux qui dit, disent il y a une que vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, quand il dit, je sais qu'un tel était à tel poste, il a fait ci, il a fait ça, il a volé ça, je peux le lui dire. Donc, c'est un ancien flic, il sait ce qu'il fait. une façon de les tenir, voilà, pour qu'ils continuent à faire les bêtises ensemble avec lui-même. Alors, vous avez probablement aussi suivi le Premier ministre congolais Anatole Koliné Makosso au cours d'une interview où il disait que finalement, son gouvernement n'a pas eu assez des ressources pour réaliser son programme et il mise désormais sur la révision à la hausse, bien entendu, du prix du carburant, de l'eau, de l'électricité, pour garantir, comme il a dit lui-même, désormais les services publics aux Congolais. Comment comprendre ça? Que peut-on comprendre par cette réponse? Mais ça, tout ça, ce ne sont que des mots. Monsieur Colonel Makosso, il fait partie du gouvernement depuis des lustres. Donc, il est dans ce gouvernement qui a connu des embellis comment je peux dire, financiers. Quand on a eu 14 000 milliards, on faisait des excédents budgétaires de 1000 milliards de francs CFA par an. Monsieur Koïlé m'a constaté au gouvernement. On est même arrivé à prêter 100 milliards qu'on appelle ça, de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si ça a été remboursé. On a prêté 50 milliards à la Guinée-Conakry de Alpha Condé, je ne sais pas si ça a été remboursé. Et on a aussi prêté de l'argent au Niger. Donc, à un moment, il y a eu beaucoup d'argent au Congo-Brazzaville. C'est pour ça que en Afrique de l'Ouest, on l'appelle l'empereur. Il peut donner aux étrangers, M. Denis Sassou Nguesso, mais pas aux Congolais. Pourquoi cette haine? Peut-être parce que le fait de l'avoir fait partir lors de la première élection démocratique libre et transparente réalisée en 92 par M. Milongo, parce que c'est Milongo, André Milongo qui a fait cette élection, pas M. Milongo.
qui n'a d'ailleurs pas gagné. Donc voilà, donc c'était un très très bon démocrate. Monsieur Denis Sassou Nguesso est arrivé troisième. Donc il a une rancune contre les Congolais pour l'avoir viré par la voie des urnes. Et lui, il est revenu par la fenêtre en faisant une guerre civile. Les Congolais ont tué des Congolais et qui a fait au moins 400 000 morts. Oui, mais moi, c'est cette nature, euh, par exemple, du Premier ministre Anatole Colinet Makosso, qui est bien conscient que tous les Congolais savent ce qui s'est passé, qu'on a dilapidé 14 000 milliards, et d'ailleurs, les révélations sur les détournements continuent. Dernièrement, on venait donc de révéler encore que 160 milliards de francs CFA ont disparu au ministère de la Santé. Je ne parle pas du FIGA. Il y a beaucoup Oui. d'argent comme ça, mais voilà qu'il a ce courage, ce toupet, permettez-moi le terme, de venir devant les caméras, devant les journalistes et dire que finalement, ils n'ont pas eu assez de ressources pour réaliser un certain nombre de choses. Et donc, il demande aux Congolais de continuer à serrer la ceinture, en fait, des sacrifices, pour que désormais, et là encore, ben voilà, je ne sais pas s'il y a encore des Congolais qui peuvent croire à ce qu'il dit, pour qu'ils servent désormais des bons services aux Congolais. C'est une manière de se moquer des Congolais, finalement. Mais il faut savoir qu'au Congo-Brazzaville, en dehors du fait que nous sommes dans une dictature, c'est un régime présidentiel. Donc le Premier ministre, comme disait l'autre, n'est qu'un collaborateur. Encore dans une dictature, ce n'est qu'un exécutant. Il n'a pas les mains libres pour faire ce qu'il veut. Parce qu'il n'est pas Premier ministre sur un programme de gouvernement. Comme par exemple, on peut le voir sous d'autres latitudes. Il est là parce qu'il a été nommé. Donc, il Oui, mais doit dans le même continuer. temps, il manque un peu de tempérance quand il parle aux Congolais. Il sait bien que les Congolais sont dans Mais une oui, mais situation difficile. On ne peut pas venir dire un certain nombre de choses comme ça à un peuple qui souffre en plus. il a les mains liées. C'est toujours la même rhétorique. Le PCT, ils sont là pour mentir le peuple. Pourquoi lui il se gênerait? Lui est là pour une raison de géopolitique. Donc, on a donné le poste de Premier ministre au département du Pilou. Et puis voilà, c'est tout. Il n'est qu'un exécutant, le monsieur Denis Sassou Nguesso. Nous sommes dans un régime présidentiel où c'est le président qui est le seul élu, donc qui est légitime. Donc, en gros, le Premier ministre ici, le Premier ministre est là parce qu'il a été nommé, donc il exécute le programme du président de la République. Mais le problème du Congo-Brazzaville, c'est le problème de la dette. Nous sommes étranglés par la dette. Les traders, la dette intérieure, avec, comme je disais, les fausses factures, la dette chinoise qui est là, comme avait dit le ministre Andeli, et puis il y a la dette de M. Ojed qui s'élève au moins 1 milliard de dollars actuellement, qui était de 100 millions au début. Mais c'était un associé de M. Denis Sassou Nguesso. Oui, Mais mais qu'on à me dise cela, aujourd'hui, évidemment, pendant que vous le qu'est-ce que dites, M. Odiedge a fait au Congo-Brazzaville pour qu'on lui paye 1 milliard? Les BTP, quelles sont les constructions, les écoles, les ponts? On ne voit rien là-bas. évidemment, c'est la question que je posais au début de cette émission. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont fait avec tout l'argent qu'ils sont allés prendre ou les dettes qu'on a contractées par-ci, par-là? Et vous disiez tout à l'heure les dettes qu'on est en train de payer, mais dans le même temps, il faut aussi rappeler, et il faut toujours le rappeler, qu'il y a des dignitaires de ce régime qui circulent tranquillement dans Brazzaville, qui ont planqué à eux seuls, ils sont 6 cités dans les Panama Papers, qui ont planqué 5 500 milliards de francs CFA. Et dernièrement, toujours dans son speech, Mathias Nzo a rappelé également qu'il y a 5 autres dignitaires qui ont planqué 16 milliards de dollars dans des banques chinoises. Donc l'équivalent de près de 9 000 milliards. En fait, c'est même l'équivalent de la dette. Ceux qui ont des comptes justifiés par des milliards, je connais, tout à l'heure dans l'hôtel, on a dit 5 Congolais ont 16 milliards de dollars en dépôt dans les comptes d'une banque chinoise. Il y a même un seul Congolais qui a un compte de 175 milliards au Nigeria. Ouais, mais partons sur Voilà. les Donc il y a chiffres 5 personnes, concrets. 5 Congolais qui détiennent plus que la dette
Mais oui, du Congo. mais effectivement, tant que le Congo appartient aux Sassou Nguesso. Partons sur les 14 000 milliards, ça fait 28 milliards de dollars. Nous avons une dette qui est à 14 milliards. On veut la même chose. Donc, on pouvait épurer la dette. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On est dans la gabegie. Et vous voyez qu'il y a eu des scandales. Il y a des enfants, des neveux, des filles qui ont des appartements achetés à New York, dans jamais habité, à 7,5 millions de dollars, quand les retraités sont maltraités, comme on dit, les étudiants ne sont pas payés. Et puis, la seule chose que sait faire ce gouvernement, j'ai l'impression, ce qui serait tout à fait naturel dans un gouvernement, c'est de payer le salaire des fonctionnaires. Mais ils travaillent. Et c'est tout à fait normal qu'on les paye. Mais on a l'impression que c'est qu'on appelle ça, c'est un challenge pour eux de se dire qu'à la fin du mois, il faut payer les gens. Mais si les gens travaillent, et c'est tout à fait normal qu'on les paye à la fin du mois. Mais être au gouvernement du Congo-Brazzaville, c'est tout simplement payer les travailleurs. Et puis le reste, on bricole avec les bouts de ficelle, tout en sachant qu'il y a tout simplement une gabegie, une mauvaise gestion de la chose publique. Et dans le même temps, les Congolais manquent l'eau potable, n'ont pas l'électricité, le courant électrique stable. Comment expliquer ça finalement? Alors, encore que ils arrivent à détourner, oui, à spolier toutes ces richesses, j'allais dire, hein, ils ont fait du Congo leur patrimoine, oui, mais à maintenir, à chercher à étouffer la vie des Congolais, c'est-à-dire, puisque on nous dit que l'eau, c'est la vie, tout de même, et l'électricité pour une société moderne, j'aime bien rappeler cela, l'électricité est pour une société moderne, ce que l'air est pour la vie. Donc, on prive les Congolais de l'eau, on leur prive l'électricité, voilà. Les voiries urbaines, tout le monde sait ce que c'est devenu, les voies cabossées, on a des réseaux routiers qui sont mais totalement délabrés, le système éducatif à terre, le système de santé à terre. Donc, on vient tout prendre, on s'accapare de toutes les richesses. Entre-temps, on asphyxie les Congolais, on les empêche de vivre. Comment décrire une telle gouvernance? C'est quoi au bout? Qu'est-ce qu'on veut? Mais tout ce qu'on fait a été est théorisé. Au sortir de la guerre, qu'est-ce qu'ils ont dit? On a gagné la guerre militaire, maintenant il faut gagner la guerre économique. Pour pouvoir les asphyxier, comme ça, ils viendront Une tendre la forme main. d'extermination planifiée? C'est ça? Non, je parle pas, ils ont gagné la guerre militaire, donc pour revenir au pouvoir, donc, au lieu que ça se fasse par les urnes, ils sont revenus par la force. Et maintenant, ils veulent gagner la guerre économique. S'accaparer de tous les ponts économiques, de toute la richesse du pays, pour pouvoir mettre le peuple au pas, comme on dit. Voilà, donc c'est toujours ce problème un peu de la gestion de la chose publique. Alors, si on revient sur l'électricité, qu'est-ce qui s'est passé? On a privatisé la SNE, qui est devenue la EEDC. Mais la EEDC appartient au clan. La EEDC a bénéficié de toute l'historique de la SNE, c'est-à-dire que de son passif et de son actif. Mais il n'y a pas d'investissement. En matière d'électricité, nous produisons assez d'électricité pour pouvoir, on appelle ça, distribuer l'électricité dans tout le pays au Congo-Brazzaville. On a le barrage d'Imboulou. On avait parlé d'Imboulou. Quand il y a eu Imboulou, on a dit il n'y aura plus de délestage. Imboulou fait 120 mégawatts, mais on utilise à peu près que 60 mégawatts. Il y a Mukukulu, 73 mégawatts. Il y a le barrage du Doué, 35 mégawatts. Il y a l'Iweso, 9 mégawatts. Et il y a la centrale électrique du Congo, donc la centrale à gaz de Pointe-Noire, qui fait 475 mégawatts. Il y a deux problèmes qui se posent. Le premier problème, c'est le problème du transport. Donc, il faut des lignes à haute tension qui ont une grande capacité pour pouvoir transporter ce courant de la centrale électrique du Congo de Pointe-Noire jusqu'au niveau, au niveau de Dolisie ou de Brazzaville.
On n'a pas fait les investissements. Oui, mais pendant que vous êtes en train de développer cette réponse, j'allais dire, cette thèse, c'est que vous dites qu'on n'a pas investi. Pourquoi on n'a pas investi? Puisque les Congolais payent. Ah oui, C'est pas gratuit. Ils payent. mais non, mais c'est une politique. Eux, ils payent, vous les payez, ils prennent l'argent. Et il y a aucun service qui est rendu. Parce que C'est moi, ça. ce que j'ai semblé comprendre, vous l'avez dit tout à l'heure, finalement, le Congo-Brazzaville a la capacité nécessaire de servir du bon courant à tous les Congolais. Et c'est disponible au Congo. Oui, Mais ils ne le font pas parce que, vous disiez tout à l'heure, le circuit de distribution est défectueux, s'il faut le dire comme ça. Ils n'ont pas investi. oui. Mais ils n'ont pas investi. Pourquoi? Alors que, et c'est la question que je posais tout à l'heure, les Congolais payent. Quand vous ne payez pas, il y a des pénalités qui s'appliquent à vous. Ils prennent l'argent, ils mettent dans les poches. Après, un matin, on vous dit, bon voilà, on n'investit pas. Ah ben, il faut poser la question aux responsables. On sait que nous avons suffisamment d'électricité pour pouvoir euh, emmener le courant partout au Congo-Brazzaville. Je vous ai donné les capacités de production des différents barrages qu'on a et de la centrale électrique du Congo. Déjà avec 475 mégawatts, c'est énorme. Et qu'est-ce qui se passe dans le même temps? Dans le même temps, il y a des gens du clan de M. Denis Sassou Nguesso qui récupèrent le peu de courant qui arrive à Brazzaville de la centrale électrique du Congo et qui le revendent à Kinshasa. Donc, ce qui favorise des délestages. Et en même temps, au niveau de Brazzaville, nous achetons encore du courant, de l'électricité à Kinshasa. Donc, Pardon, docteur, attendez, je comprends plus ben rien. oui, Donc, il y a assez d'électricité au Congo, c'est-à-dire il y a une capacité nécessaire pour servir tous les Congolais. On tout n'arrive à fait. pas à les servir simplement parce que on présente un autre Il y a deux facteur. Ben problèmes. Il y a un voilà, on problème n'a pas de... investi. Mais dans le même temps, on peut vendre cette électricité à l'extérieur pendant que les Congolais manquent d'électricité. C'est Ouais, ça. tout à fait. Donc, quand vous lisez les arrangements Fumedeni, il y a une compagnie qui est là, détenue par un membre du clan, qui vend de l'électricité qui récupère au niveau de la E2C à Kinshasa. Un membre du clan, apparemment, vous le connaissez. Mais si nos affaires, en fait, ils gèrent les affaires publiques, tous ceux qui sont en Tout à fait. responsabilité au Congo, ben, c'est les responsabilités publiques. On peut citer leur nom. Non, mais c'est le nom est dans l'article. Non, j'ai pas mis le nom dans l'article, mais bon, c'est pas un débat personnel, mais on sait que c'est le clan et puis voilà, ils font ce qu'ils veulent. J'espère que c'est pas toujours Christelle Denis Sassou Nguesso qui est en train finalement de tout vendre, parce que lui, il est capable de tout ça. C'est possible, mais vous C'est le voyez, monsieur qui vend notre pétrole, c'est lui qui vend les terres, c'est lui qui, voilà. Et là, dans l'électricité, euh, je crains que ça soit encore lui, parce que là, ce n'est plus normal. vous avez parlé du pétrole. Vous avez dit que le pétrole, le baril est 84 $. à 84 dollars. Qu'est-ce que le FMI avait demandé? Le FMI avait demandé l'audit de la SMPC. Le monsieur Denis Sassou Nguesso a toujours refusé l'audit de la SMPC. Pourquoi? Parce que son fils a été le directeur de la valve pétrolière à la SMPC. Donc, il est à l'origine des prêts gagés. Donc, l'argent que nous devons aux traders, il sait ce qui s'est passé. Donc, M. Denis Sassou Nguesso n'acceptera jamais qu'on mette sur la place publique le nom de son fils, bon, même s'il il traîne déjà quelques casseroles financières que nous connaissons, notamment le Mais secteur. évidemment, ne pas mettre le Et nom de son fils cité en public, en fait, le problème, c'est ce que je suis en train de dire. Voilà, monsieur, qu'on nous présente, ben là encore, voilà, les Congolais n'en veulent pas, qui, soi-disant, devrait succéder, voilà, à son père. Et il commence par vendre le patrimoine du Congo, à se comporter comme ça. Et ce monsieur qui, parce que même sur les accords, peut-être que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, les ventes des terres, c'est ce qu'il faut dire, parce que les Rwandais réclament déjà 980 km². Ils disent que c'est leur terre. Moi, je suppose que ça a été vendu. Après, le gouvernement doit venir nous expliquer si ce que je dis, ce n'est pas ça, qu'il nous présente des éléments. Les Congolais veulent voir ça. Alors, c'est ce monsieur qui est allé vendre les terres du Congo au Rwanda. Ce monsieur qui a bradé le pétrole, qui a gagé le pétrole congolais. Les Congolais n'ont pas vu cet argent.
Ça n'a jamais été investi au Congo. Ce même monsieur qui prend l'argent des Congolais au trésor pour aller s'acheter, voilà, des villas un peu partout. Et c'est celui-là, je parie que c'est encore lui qui vend notre électricité. Et c'est lui qui veut être président au Congo-Brazzaville. Mais c'est dangereux. Je me rends compte que, bah, enfin, je sais pas comment ça va se passer, mais apparemment, il n'est pas aussi digne Mais d'incarner on, ces on se fonctions-là. bat pour que les gens qui n'ont pas cette vertu n'arrivent pas à la gestion des affaires. Mais là, on est dans un pays, même, il y a des dictatures qui existent un peu partout dans le monde, mais il y a un peu le minimum. Mais au Congo, il n'y a pas le minimum. Il n'y a pas d'accès à l'eau potable. Il n'y a pas l'accès à l'électricité. La santé est par terre. L'éducation, n'en parlons pas. Les infrastructures sont défectueuses. Rien ne marche dans ce pays. Les Sinon que étudiants abandonnés, les les retraités étudiants maltraités, abandonnés, ben voilà. sinon que le train de vie de M. Denis Sassou Nguesso qui se balade un peu partout dans le monde. Et quand il se déplace, ce sont des milliards qu'il faut sortir. Parce que, il y a sa sécurité, il y a la garde républicaine qu'il veut mettre en branle, il y a les officiels qui l'accompagnent, il y a son personnel. Bon, voilà, l'argent du Congo ne sert à des futilités, au lieu de l'investir là où on doit le faire. Oui, parce qu'à ce moment-là, on peut parler encore de la dictature, mais j'ai l'impression que c'est juste une bande mafieuse. En fait, c'est un cartel qui s'est installé au Congo parce que les dictatures, comme vous avez dit, hein, on connaît la Chine, c'est une dictature, la Corée du Nord, c'est une dictature, la Russie, c'est une dictature. Et un vrai dictateur, c'est celui qui protège même son territoire, son peuple. Ici, lorsqu'on parle de la dictature au Congo, ben, je voudrais bien qu'on m'explique en quoi c'est une dictature, mais non, c'est un cartel en fait. À la différence que de l'autre côté, ben voilà, c'est un peu la drogue, voilà. Mais lui, il est venu, voilà, s'accaparer les ressources économiques des Congolais et en train de les pousser, voilà, à la mort, comme qui dirait, à petit feu. Parce que ce qu'on ne nous dit pas aujourd'hui, c'est que il y a un taux de mortalité, mais vraiment galopant. On en parle tous les jours, les gens reviennent là-dessus. Et il y a d'ailleurs un communiqué qui est passé à Brazzaville où on a encore demandé aux parents d'aller identifier les corps soi-disant abandonnés dans les morgues de Brazzaville. Et je rappelle qu'en 2020, il y a eu 400 corps comme ça abandonnés dans les morgues de Brazzaville. Et on n'a jamais su ben, voilà, à qui appartenaient ces personnes. 2021, ça s'est reproduit cette fois-là, c'était 576 corps. Ce sont au total 570 corps sans vie qui ont été abandonnés pour des raisons jusque-là indéterminées dans les morgues des hôpitaux de Makelekele, Talangaï et dans la morgue municipale de Brazzaville, empêchant ainsi les pompes funèbres de fonctionner selon les normes requises. Après concertation à la mairie centrale, les pompes funèbres ont été visitées par la délégation municipale qui est allée toucher du doigt avec les délégués de la commission santé, affaires sociales, famille, genre et développement durable de l'effectivité des dispositifs visant l'inhumation de ces corps délaissés. Tout est mis en œuvre pour que ces corps indigents soient inhumés. Après les pompes funèbres, les autorités se sont rendues au cimetière Maïtoukou, situé sur la route nationale numéro 1 après Ngangalingolo, où le directeur des pompes funèbres municipales s'est exprimé sur l'opération d'inhumation. Il s'agit des corps abandonnés définis comme indigents. Donc nous avions au total 570 corps. Vous en aviez 44 à Talangaï, vous aviez 69 à Makelekele et vous aviez 457 à la morgue de CH. C'est tous ces corps-là abandonnés que M. le maire a pensé enterrer par le biais de notre direction. Ce n'est pas une fausse commune telle que vous voulez, mais on va les enterrer en ligne, permettez l'expression. Donc ils seront enterrés avec un décalage, un écart de 50 cm de chaque cercueil. Les corps qui vont se trouver dans ce cercueil seront identifiés. Et devant chaque cercueil, on mettra bien entendu les croix en bois. Selon les dires du directeur des pompes funèbres, il est fort probable, dès demain jeudi, que le service de la municipalité des pompes funèbres commence la mise en bière des premiers corps abandonnés qui seront conduits par la suite à Maïtoukou pour inhumation. Donc en 2 ans, on a abandonné plus de 1000 corps dans les...
Et là, nous sommes en 2024, il y a un autre communiqué qui demande aux Congolais d'aller identifier les corps. Docteur, qu'est-ce qui peut expliquer tout ça? Si ce n'est pas un plan Moi, d'extermination je planifié. je n'ai pas les éléments concrets là-dessus, je ne peux pas me prononcer. Donc, c'est le système de santé qu'il faut revoir. Parce que qui pose le diagnostic de la mort? C'est le médecin. Il y a des Oui, morts mais il y a naturelles. quelqu'un qui disait, il y a un Chinois qui disait, si vous voulez tuer un pays, bah, commencez juste par tuer l'éducation. Et donc, si on veut évidemment Oui, détruire mais le Congo, ils moi, savent par où commencer. La je, santé, je l'éducation, ne veux et voilà. pas, je ne veux pas remettre je ne veux pas remettre en cause la compétence de mes confrères. Ce sont des docteurs en médecine, ils ont ce titre. Ils doivent donner les soins conformes aux données actuelles de la science. Donc, je pense que c'est ce qu'ils font. C'est ce Non, qu'on fait à ce n'est peut-être Tokyo. pas les médecins en tant que tels, le docteur, mais le système lui-même, c'est-à-dire, Non, on n'investit pas non, mais, assez pour donner à nos médecins ce qu'il oui, faut, le matériel euh, minimum pour sauver mais, des vies. C'est pas à leur mais, faute, peut-être. exactement. Parce que il arrive parfois, c'est aux professionnels de dire, voilà, nous, on a besoin de tel matériel pour pouvoir fonctionner. Si on n'a pas, effectivement, on peut dire, bon, ben, on peut fermer les services parce qu'il y a mise en danger de la santé de la population. Mais on ne le fait pas dans le système qui est le nôtre. Parce que tout simplement, le système de santé a été dévoyé, il est géré par un général. Vous savez, dans la politique, être ministre, c'est être récompensé par rapport à une activité politique. Mais il y a des domaines dans lesquels il faut quand même avoir une compétence métier. Par exemple, dans le domaine de la santé, je dis ça comme ça, dans le domaine de la santé. Parce que vous êtes capable de percevoir, avant que vos collaborateurs ne vous apportent des fiches pour les lire, de percevoir ce qu'il faut faire. Vous comprenez? Donc, si je voulais un peu revenir tout à l'heure sur ce problème de mort inexpliquée. Je ne sais pas s'il y a des médecins légistes au Congo qui recherchent les causes de la mort. Je ne sais pas comment ça se passe. Parce que si il y a des morts inexpliquées, euh, il y a lieu de demander, par exemple, une autopsie médico-légale, à voir le procureur de la République qui diligente des autopsies, médico-légales. Mais ça, je ne sais pas si ça se fait dans notre pays. Mais ne connaissant pas les causes de la mort, je ne peux pas me prononcer sur ce Oui, volet. mais non, vous avez raison, docteur, mais Parce que moi, je veux peut-être pas. je n'ai pas d'éléments concrets pour en parler. Mais tout à l'heure, quand vous parlez de M. Denis Sassou Nguesso, si il avait de l'empathie pour le peuple congolais, vous avez bien vu quand il y a eu l'épidémie diarrhéique à Donizy. À Chigolozo, oui. Il ne s'est pas déplacé pour aller sur place. Il était plutôt allé au Rwanda pour aller Non, il était célébrer allé son enfant. on appelle ça, en Guinée équatoriale. Voilà. Il a préféré aller à une conférence internationale au lieu d'aller voir son peuple qui souffrait. Voilà le monsieur que nous avons à la tête de Oui, notre mais pays. docteur, s'il vous plaît, c'est vrai que on va pas s'intéresser aux causes de décès parce que ça relève des médecins légistes, vous l'avez dit tout à l'heure. Mais moi, c'est un peu le taux galopant de ces décès parce que vous vous souvenez au temps du directeur général, le Canadien Villard, quand il arrive, il avait une mission de refaire l'établissement, le CHU. Il est arrivé qu'il initie une enquête sur le personnel. Il s'était rendu compte qu'au CHU, il y avait près de 250, donc 250 médecins, s'il faut le dire comme ça, ou personnel de santé, sans diplôme, ou avec des faux diplômes. Et il y avait aussi 150 agents fictifs qui étaient payés, mais en fait des agents fictifs. Quand ça se passe dans un centre hospitalier universitaire, donc le plus grand centre hospitalier du pays, qui d'ailleurs c'est le seul, et lorsqu'il demande de de procéder aux réformes, ben finalement, je ne sais pas ce qui s'est passé, le monsieur est reparti chez lui. Mais vous voyez que depuis là, jusqu'à la date d'aujourd'hui, 2024, ces personnes, donc ces médecins, des infirmiers, avec des faux diplômes, continuent à travailler. Personne n'a été sanctionné.
Voilà pourquoi je dis, est-ce que ce n'est pas un plan, je ne sais pas, savamment organisé, planifié? Un plan, non, mais Parce ce que sont lorsque l'État congolais, conscient de ce rapport, et maintient ces personnes, ces agents, avec des faux diplômes, et d'autres qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont jamais fait médecine, mais qui opèrent sur des corps humains, et qu'aujourd'hui on nous parle des corps abandonnés, je pense qu'il y a un problème, non? euh, posons-nous la question, les dignitaires congolais se font traiter où? Pardon? Les dignitaires congolais, ils se font traiter où? Ils se font soigner où? À À l'extérieur du pays. l'étranger. Ben Ils savent voilà. qu'ils ont l'argent pour les évacuations Exactement. Donc, sanitaires. le système sanitaire congolais ne les intéresse pas. Si est à l'abandon, c'est pas leur problème. Mais tout est à l'abandon. Il n'y a pas que la santé. Il y a l'éducation. C'est toute l'administration qui est comme ça. Donc, ce sont les mêmes mots qu'on trouve à la santé, qu'on retrouvera dans la police, à la gendarmerie, partout dans l'administration. Aux impôts, à la douane, ce que vous voulez, hein, au port. Voilà, donc nous sommes dans un pays qui est en état de déconfiture complète. Voilà. Donc, il y a des choses, il y a des états généraux. Vous avez parlé du Canadien qui est parti. Maintenant, le CHU est géré par des Congolais, donc est géré par des Congolais qui doivent se pencher sur ce problème. Moi, je n'ai pas beaucoup d'éléments là-dessus, mais bon. Oui, mais est-ce que Euh, vous ne pensez pas que finalement, quand tout ce que... on a un service, un centre hospitalier universitaire, c'est un centre hospitalier qui doit donner des soins de bonne qualité. Voilà. Conforme aux données actuelles de la science. Donc, il faut doter cet établissement d'un plateau technique performant. Parce qu'on nous parle toujours, au Congo, on nous parle de la couverture maladie universelle. Vous savez à quoi sert la couverture maladie universelle? Ça sert Dites-nous. aux gens qui ont peu de moyens pour qu'ils aient accès à des soins de qualité, pour ne pas gréver leur budget ménager. Voilà, tout simplement. Mais chez nous, si vous n'avez pas des soins de qualité, ça ne sert à rien de faire une couverture maladie universelle. Ça sert à ça, la couverture maladie universelle. C'est pas passer à la télé et dire oui, on a mis en place la couverture maladie universelle, mais pourquoi faire? Si vous donnez pas les soins de qualité aux gens. Quand j'étais à Brazzaville, vous savez, il y a des gens, par exemple, qui gagnaient 50 000 francs par mois. Mhm. Une boîte pour un traitement antihypertenseur coûte par mois 10 000 francs. Vous voyez déjà, c'est énorme. Donc, c'est là où on doit pouvoir intervenir. Même si on doit mettre en place des médicaments génériques, c'est-à-dire que des médicaments qui n'ont pas le brand name, qui ont la même molécule, qu'on appelle les médicaments génériques, essayer dans chaque catégorie de maladie, essayer de trouver des médicaments génériques pour les ramener à un coût que la population pourra absorber, par exemple. Oui, mais docteur, est-ce que vous ne vous rendez pas compte, peut-être que moi j'observe les choses autrement, mais est-ce que vous ne vous rendez pas compte que finalement le régime Sassou Nguesso a rassemblé tous les facteurs nécessaires pour étouffer la vie des Congolais? Là, on parle de l'électricité, on a parlé de la santé, on a parlé de l'éducation, on a parlé... Et nous avons dit au départ, vous avez démontré que ce n'est pas l'argent qui manque. Il y a beaucoup d'argent qui entre au Congo. Même quand on veut voler, détourner de l'argent, mais à ce stade-là, non, il faut que les gens commencent à se poser des questions. On ne peut pas quand même dilapider 14 000 milliards, 25 ou 26 milliards de dollars comme ça, d'un tour de bras, et que personne n'est interpellé, et que dans le même temps, les Congolais vivent dans la précarité telle qu'ils vivent aujourd'hui. Voilà pourquoi moi je vous dis, est-ce que vous ne constatez pas que finalement, c'est un système savamment organisé pour étouffer les Congolais, faire de sorte que les Congolais ne vivent pas. C'est Après, un... je peux me tromper, mais quand je prends tous Non, ces ben, facteurs rassemblés, je me dis, ben, quelqu'un ne peut pas vivre dans ces conditions-là, ce n'est pas possible. effectivement, vous ne vous trompez pas, mais c'est au peuple congolais de dire qu'il en a marre. Donc, la seule chose qu'il peut faire,
c'est un soulèvement populaire, dire que ben, trop c'est trop, on en a marre, et assez, 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 et puis il faut changer le système. Mais dans le système dans lequel nous sommes, vous savez, monsieur Denis Sassou Nguesso, chaque année pour 268 millions. En 2023, il a acheté pour 268 millions de dollars d'armes. Le Congo n'est pas, 268 millions de dollars là. ouais, le Congo n'est pas un pays en guerre. Mais qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces armes-là? Et on n'a plus une armée républicaine. C'est la garde républicaine qui sert de garde prétorienne à M. Denis Sassou Nguesso. C'est eux qui dirigent l'armée. Même pour des exercices de tir au niveau de l'armée nationale, ils sont obligés d'aller demander des munitions au niveau de la garde républicaine. Et en plus, quand vous avez terminé, il faut ramener les loups. Vous voyez un peu. Vous savez pourquoi on parle de garde républicaine? Parce que Non? chez nous, la garde républicaine n'existe pas. On parle de garde républicaine parce que c'est le ministère de la Défense et le chef d'état-major qui mettent à disposition du président de la République des éléments pour le garder. Oui. Voilà, c'est pour ça qu'on parle de garde républicaine. Donc, c'est eux qui décident. Mais chez nous, M. Denis Sassou Nguesso a son armée. Il appelle sa garde républicaine et puis il a sa sécurité présidentielle. Et c'est eux qui sont au-dessus de l'armée nationale. Bien que nous ayons des militaires, il y a bien des patriotes qui ont prêté serment pour défendre le pays, mais nous avons une garde républicaine qui est là pour défendre une famille, qui est la famille de la famille Sassou Nguesso. Mais est-ce que cela veut dire que, en fait, vous êtes en train de nous dire que pour Denis Sassou Nguesso, bah, il est en train de faire ce qu'il veut. Vous avez parlé du soulèvement. C'est probablement le seul moyen pour le faire partir, et tout le monde est d'accord là-dessus. Et qu'il s'achète des armes, il s'est fait une armée privée, s'il faut appeler ça comme ça, une milice, pour voilà réprimer tous ceux qui voudront passer à l'acte, c'est-à-dire à se soulever. Mais je crois que c'est une erreur parce que l'histoire du monde nous démontre aucune armée au monde, quel que soit son matériel, quelle que soit sa force, sa puissance, n'a vaincu un peuple debout. Jamais. Ça n'existe pas. Ouais, ouais. Le problème, le problème qui nous inquiète, c'est le prix à payer. Vous savez, Oui, mais si c'est le prix de la libération, en docteur, ben, les gens 97, doivent s'y en mettre. 97, il y a eu 400 000 morts. C'est énorme. Là, le prix à payer, avec le matériel de guerre que détient M. Denis Sassou Nguesso, il peut déstabiliser toute la sous-région, l'Afrique centrale. Oui, mais à quoi Qu'est-ce qu'il a sert-il à un dit, homme qu'est-ce de qu'il a dit vivre quand il dans est les revenu, conditions? qu'est-ce qu'il a dit quand il est revenu au pouvoir? Si vous blaguez, je peux balkaniser le Congo. Mais là, on se rend compte qu'avec ce qui se passe, avec ces phénomènes d'insécurité de bébés noirs, on est en train de ressembler un peu à Haïti au Congo-Brazzaville. Je pense que ça va arriver. Non, mais Il y moi, je aura, suis, évidemment, ça va arriver, docteur, mais je suis un peu de ceux qui pensent qu'il a beau utiliser son armée, il a beau utiliser ses armes, le jour où les Congolais vont se lever, oui, il y aura un prix à payer, mais si c'est le prix de la liberté, il faut le faire. Les Sud-Africains n'ont fait que ça, sinon ils auraient abandonné. Il y a eu beaucoup de morts pendant des années, des décennies. Ils se sont battus. Il y a bien d'autres peuples qui l'ont démontré. Et ce n'est pas parce que 400 000 morts congolais, eh ben voilà, après on se dit non, on veut plus. Mais si vous ne mourrez pas pour la cause juste, ben vous allez mourir d'un petit palu dans l'hôpital. Comme on est en train de le dire tout à l'heure, là. On a parlé tout à l'heure des 400 morts abandonnés dans des morgues. On a parlé des 576 corps abandonnés. Et là, on a fait un communiqué, ça veut dire que les morgues sont encore saturées. Il faut que les Congolais se posent quand même la question. Ont-ils fait de la politique pour mourir? Ben, ils sont morts pour des causes, mais je ne veux pas faire le procès des morts, mais c'est bien dommage que de mourir dans ces conditions-là. Sinon, se bon, battre pour libérer le pays, quitte à y laisser sa vie, mais c'est ça, non, la patrie ou la mort. pour vous, ce ne sont pas des morts naturelles, ce sont des morts suspectes.
Ben voilà. effectivement. Et donc, si on ne meurt pas pour Si le défendre, en Congo-Brazzaville défendant est sa un État patrie, ben on peut mourir comme ça, des morts si le Congo-Brazzaville est un suspectes. État de droit, quand il y a une mort suspecte, on fait l'autopsie pour connaître les causes et les circonstances de la mort. Malheureusement, ils n'ont jamais cherché à connaître ces causes-là. Je vous ai rappelé, docteur, en 2020, Voilà. ils ont enterré Ben voilà, 400, donc 400 morts comme ça. n'ayant pas de dossier, je ne peux Oui, pas me prononcer sur ben, ces bien cas. dommage. Non, Donc, voilà, moi, je me non, dis que non, de c'est mourir pas, comme c'est pas ça, que c'est dommage, parce que moi, je dois apporter une information juste. oui, Je dois savoir de sur quoi le c'est nombre. exactement pour pouvoir vous dire, oui, il y a tel endroit où ça pèse. Vous savez, en matière de mortalité maternelle, nous avons toujours eu, par exemple, des taux énormes. Actuellement, au Congo, je pense qu'on est en matière de mortalité maternelle, on est à 427 pour 100 000 accouchements. En Suède, on est à 5 pour 100 000 accouchements. Et en France, on est à 10 pour 100 000 accouchements. Donc en France, il y a au moins 80 morts par an des femmes qui meurent en accouchant. Mais on se dit déjà 80, c'est énorme. Mais chez nous, c'est 427. Mais c'était à 721, on a ramené ça à 427 sans pour autant améliorer le plateau techniquement. Là aussi, on se pose des questions, comment on peut passer de 781 à 427 sans pour autant améliorer le plateau technique. Voilà. Sans pour Bon, mais autant c'est tout former les normal. gens. Vous êtes, voilà, vous êtes de la médecine, c'est tout normal. Mais moi, j'ai une autre façon de voir les choses. Je suis Ouais, pas de la bon, médecine. Et bon, ce bah, qui m'intéresse aujourd'hui, comme je dis, c'est un peu ce taux de mortalité, mais qui effraie, en fait. C'est ça ouais. le problème. Encore que les gens meurent des maladies tout à fait, bon, voilà. Mais puisqu'au Congo, on meurt même pour 500 francs CFA qu'on a manqué, parce qu'il n'y a pas de seringue, il n'y a pas de... Voilà. Et c'est pas moi qui le dis, hein, il y a des reportages qu'on nous a montrés où les gens n'ont même pas 100 francs CFA pour s'attraper une seringue. Vous comprenez? On peut C'est mourir comme vraiment. ça, on peut pas s'attraper de la quinine, on meurt comme ça, et après, bon, c'est là où je me dis, c'est- ben, est-ce que ce n'est pas une programmation, est-ce que ce n'est pas un système savamment organisé? On ne peut pas nous expliquer qu'au je ne sais CHU de pas. Brazzaville, docteur. Le corollaire de tout ce que vous évoquez, c'est la pauvreté. Effectivement, la pauvreté est endémique dans notre pays. Oui, mais une pauvreté organisée, voulue par les gouvernants. Nous l'avons démontré, il y a l'argent, ils veulent Oui, rien non, non, faire. mais oui, effectivement, il y a la richesse. Le problème que se pose au Congo, c'est un problème de redistribution de la richesse nationale. La richesse nationale ne profite qu'à, je sais pas, à 1, 3% de la population, quand 97% de la population est dans la misère. Donc, il n'y a que les dignitaires qui arrivent à s'en sortir et le peuple, non. Voilà. Donc, quand on parle de ce phénomène des bébés noirs, vous voyez que M. Denis Sassou Nguesso met beaucoup d'argent dans la sécurité. Donc, il est tout à fait facile d'endiguer ces phénomènes. Et pourquoi ils ne le font pas? On a beaucoup de militaires au Congo-Brazzaville. Mais on a beaucoup Pourquoi, de pourquoi ils militaires, on a n'arrivent beaucoup pas de à policiers, endiguer beaucoup de gendarmes. l'insécurité qu'il y a au Congo-Brazzaville? Parce que il y a un député qui en a parlé, qui aujourd'hui se retrouve en prison. Il est vers Moigny. Et d'ailleurs, pendant que vous en parlez, docteur, on va revenir sur la sécurité tout à l'heure. Je crois que c'est aujourd'hui qu'il devrait être encore, je crois, entendu, c'est ça, au niveau de la Cour, voilà, la Cour suprême de Brazzaville. Euh, Vous avez suivi, évidemment, son audio, le voice qu'il avait mis. Bon, alors après, on Oui, nous dit que ce n'est pas lui qui avait mis ça mais sur les réseaux ils sociaux, c'est ont, quelqu'un avec qui il communiquait. Mais vous oui, avez entendu ce qu'il a raconté dans ce voice. tout à fait. Euh, Pour déstabiliser le pouvoir de M. Lissouba, ils ont créé cette insécurité. Bon, maintenant, l'insécurité qui se passe actuellement, c'est pour déstabiliser le pouvoir de qui? Ou pour terroriser qui? Donc, on a l'impression que c'est pour terroriser beaucoup plus le peuple qu'autre c'est chose. pour maintenir la terreur voilà, en Mais exactement. permanence, effrayer E- la e- population. Exactement. Exactement. Parce que là, ceux qui sont aux manettes, ils investissent beaucoup dans. Il y a un budget conséquent pour la sécurité au Congo. Et pourquoi ils n'arrivent pas à mettre fin à ce désordre des bébés noirs?
Et vous voyez, les bébés noirs, ils peuvent agir en toute impunité, mais quand il y a des paisibles citoyens et des activistes qui font une demande pour une marche pacifique parce qu'ils veulent revendiquer le droit à la liberté d'expression, le droit à la liberté de manifester, on leur dit toujours non, ce n'est pas possible. Voilà. C'est ça le paradoxe en fait. Et en plus, Exactement. dans ce phénomène des bébés noirs, il y a un problème, c'est que à un moment donné, évidemment, la population avait constaté que lorsque ils mettaient la main sur bon voilà un bandit comme ça, qu'on appelle bébé noir, je sais même pas pourquoi on les appelle par bébé noir. Et généralement, la police venait les prendre et le lendemain, on les retrouvait dehors. Et il est arrivé des moments où, lorsqu'on mettait la main sur un bandit comme ça, de grand chemin, un bébé noir, le bébé noir lui-même réclamait qu'on appelle la police. Et là, la population avait compris que non, il doit y avoir une complicité entre ces bébés noirs et la police. Alors, qu'est-ce que la population fait? C'est bien dommage, on n'encourage pas ça. Et la population a commencé à se faire justice. Et on est en train de le voir depuis un certain moment, je ne sais pas si vous le constatez, on est en train de les brûler vifs comme ça. Et finalement, quand je crois la police congolaise s'est rendue compte que bah, le phénomène commence à prendre de l'ampleur, et il y a un communiqué qui est passé, désormais on dit bah, celui qui va encore brûler un bébé noir, voilà, fera la prison, il payera pour ça, ainsi de suite. Et il y a un principe qui dit, docteur, quand les services de sécurité n'arrivent pas à mettre fin à l'insécurité dans la ville, c'est que les auteurs de cette insécurité sont dans les services de sécurité. Qu'en pensez-vous? Mais moi, je pense que il y a une défaillance du système, il y a une défaillance au niveau de notre société. Mais quand vous avez des parents qui n'arrivent pas à subvenir aux besoins de leurs enfants, vous voulez qu'ils fassent quoi? Quand il n'y a pas de travail, parce que le chômage est à un niveau endémique au Congo-Brazzaville, vous avez des enfants, ils sont abandonnés à eux-mêmes, donc ils sont livrés comme ça dans la population, ils font n'importe quoi. C'est ça le problème. Donc, il faut d'abord retisser ce lien social qui est complètement, ce tissu social qui est complètement déchiré au niveau du Congo-Brazzaville. Il faut donner la possibilité aux gens d'être dignes, de pouvoir de travailler. Regardez le drame d'Ornano, tout simplement parce que les gens voulaient avoir un job, mais un job au niveau de l'armée. Il n'y a pas que l'armée. Il y a beaucoup d'autres structures qu'on peut mettre en place. Mais on se rend compte que depuis que ce pouvoir existe 40 années cumulées de pouvoir, tout le tissu économique a été détruit, il n'y a plus d'industrie. Vous Oui, pouvez mais visiter tout qui à l'heure, fonctionne vous disiez, docteur, que lorsque les gens n'ont plus les possibilités, évidemment, de prendre soin de la famille, des enfants, les enfants se retrouvent, évidemment, dans ces situations-là. Il n'y a pas, le Congo d'ailleurs, on le sait très bien, il y a un chômage endémique, surtout de la jeunesse. Et ça, on le sait, évidemment, ça pousse. Mais ça, c'est un aspect du problème. L'autre aspect du problème, c'est que parmi ces bébés noirs, ces bandits, armés, on retrouve des policiers et même des agents de la garde présidentielle. C'est là où ça interroge. Ceux-là sont payés, ils ont des salaires. Et au Congo, s'il y a encore la fonction publique pour lequel Denis Sassou Nguesso fait beaucoup plus attention, c'est l'armée, c'est la police, c'est la gendarmerie. Ceux-là sont payés tout le temps. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'on retrouve finalement dans cette série-là, des bandits armés, des bébés noirs, il y a des policiers, il y a beaucoup plus de policiers en plus, plus de C'est bien gendarmes, compris, plus de... Et nous avions, la fois dernière, nous suivions un témoignage d'un chef de gang, qu'on les appelle, à Brazzaville, qui disait non, les bébés noirs, en fait, ils sont partout. Ils sont à la présidence. Il y a des ministres, il y a des médecins, il y a tout le monde, des policiers. C'est lui qui le disait et il le connaît. Donc, vous venez de dire que, comme on dit, le poisson est pourri toujours par la tête. Voilà. Ah ben, si la tête est pourrie, c'est tout à fait normal que toute la société soit gangrenée par la pourriture. Donc, le phénomène de bébé noir ne sont que les conséquences de cette pauvreté qu'il y a au Congo-Brazzaville. L'homme congolais n'est plus digne, il a perdu sa dignité. Donc, il a du mal à s'en sortir.
mais tout en sachant que nous sommes dans un pays qui est riche. Le seul problème qui se pose, c'est la redistribution des richesses. Mais bon, c'est ce à quoi nous travaillons pour que tous ensemble. Vous savez, nous avons le Congo-Brazzaville en partage. Le Congo-Brazzaville n'appartient à personne, et personne n'héritera du Congo-Brazzaville. Comme on dit, il n'y a que Dieu et la patrie qui nous survivront. Nous allons tous partir et nous laisserons ce beau pays. Et il faudra qu'on le laisse en bon état à nos enfants et à nos petits-enfants. Alors, docteur, nous sommes presque à la fin de cette émission. De tout ce qu'on vient de se dire, de tout ce qu'on vient de se dire tout à l'heure, on a parlé voilà, de l'économie, l'argent dilapidé, les services publics qui n'existent pratiquement pas, l'eau potable n'existe pas d'électricité stable, la santé, l'éducation à terre, on l'a dit tout à l'heure, des retraités maltraités, des étudiants qui n'ont pas leur bourse, parfois jusqu'à 5 ans sans bourse. Et là, on parle du grand banditisme, les bébés noirs, tous ces éléments rassemblés. Est-ce que c'est de l'incompétence ou bien un mode de gouvernance, C'est la faillite d'un système. la faillite Quand d'un on a système? échoué, il faut reconnaître qu'on a échoué. Et puis, comme je dis souvent, il faut savoir partir. Quand on dit quand on a échoué, parce que aucune œuvre n'est Mais, parfaite. oui. Voilà, donc aucune œuvre n'est parfaite. Donc il y a toujours, on fera toujours sa part de travail et d'autres viendront pour essayer de parfaire un peu ce qu'on a fait. Et comme je dis toujours, quand on reste longtemps à un poste de responsabilité, on devient incompétent, ce qu'on appelle le phénomène de Peter. Donc à un moment donné, il faut laisser d'autres personnes venir et essayer de voir un peu ce qui ne va pas. La difficulté, c'est pas de voir ce que personne n'a jamais vu, mais de penser comme personne n'a jamais pensé au sujet de quelque chose que nous voyons tous. Mais nous pensons différemment d'eux. Ce ne sont pas nos ennemis, ceux qui sont au Congo-Brazzaville actuellement au pouvoir. Ce sont nos adversaires politiques. Nous avons une divergence au niveau de la gestion de la chose publique. Nous nous accordons beaucoup plus de respect pour la chose publique qui est la Res Publica. Donc, la République, c'est quelque chose que nous avons en commun par rapport aux intérêts personnels. Mais tout en sachant que même quand on est en responsabilité, il y a des avantages qui sont liés à la fonction. Vous n'allez pas demander au président de la République de dormir dans une cabane. Bon, il aura toujours un minimum de confort. Vous n'allez pas le demander de voyager, de prendre le train ou de prendre le bateau pour faire certaines choses. Il prendra Oui, toujours mais l'avion. docteur, la théorie que vous êtes en Donc, train... Pardon, il y a des avantages qui sont liés à la fonction. oui, Mais pardon, quand on docteur, est en je vais vous responsabilité, couper un c'est instant, pour servir docteur. le peuple. Pardonnez-moi. La théorie que vous êtes en train de développer, j'entends bien. Vous parlez des adversaires, mais je crois que pour Denis Sassou Nguesso, les Congolais, en fait, il a fait des Congolais ses ennemis, il a fait des Congolais des esclaves. Et ça se voit, ça s'observe, rien que par son comportement, par ce qu'il fait endurer aux Congolais, parce que ce ne sont pas les moyens qui manquent, nous l'avons démontré tout à l'heure, que ce soit dans l'éducation, la santé, tout ce que nous avons dit tout à l'heure. On comprend bien que Denis Sassou Nguesso est revenu au pouvoir par les armes, par un coup d'État militaire très sanglant, mais pour venir venger. On ne venge que contre des ennemis, pas contre des adversaires. C'est ça le vrai problème. Maintenant, le langage où il s'agit de dire, bon, il faut regarder, est-ce que on peut faire table rase, dialoguer avec le monsieur, c'est un monsieur qui n'aime pas le dialogue, qui ne le fera jamais aussi, parce qu'il l'a déjà dit. La preuve, une fois, moi je l'ai entendu dire, il appelle même ça extraordinaire, un événement extraordinaire, comme la conférence nationale. Il dit, ça n'aura plus jamais lieu. Donc, sous lui, ça, il n'y en aura pas. Il n'y en aura plus. Le dialogue, quand il fait le dialogue, c'est à son avantage. C'est quand il veut, voilà, ou surtout quand il sent que le pouvoir commence à être menacé, il trouve des stratagèmes pour, voilà, dialogue, juste le temps de rasseoir encore son pouvoir. Ce monsieur n'est pas prêt à faire la paix avec les Congolais. Que doivent faire les Congolais? On ne va pas continuer à aller jouer avec un serpent quand on sait qu'il a encore ses venins pour vous faire mal. Mais nous connaissons le fonds de commerce de M. Denis Sassou Nguesso. C'est le tribalisme.
c'est opposer le Nord contre le Sud. Pour monsieur Denis Sassou Nguesso, le Nord lui est acquis. Mais pour pouvoir diriger, il faut qu'il y ait des alliés au niveau du Sud. Non, c'est pas notre façon de voir les choses. Que nous soyons du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest. Nous sommes d'abord les Congolais. Prenons l'exemple de l'Afrique du Sud, qui ont été sous l'apartheid pendant des années et des années. Maintenant, on a une nation arc-en-ciel. Et ça passera aussi par le dialogue. Oui, effectivement, il faudra que l'on fasse comprendre à M. Denis Sassou Nguesso que le tribalisme, ce n'est pas une voie politique. Il n'aboutira à rien Mais avec le lorsque vous parlez tribalisme. du tribalisme, Par exemple, docteur, on ne c'est une peut pas, instrumentalisation, docteur. Le tribalisme, en fait, c'est une instrumentalisation. oui, Je vais juste terminer par là, docteur. Non, moi, je pense que le tribalisme au Congo, c'est une instrumentalisation politique parce que finalement, moi, voilà, j'ai fait des reportages jusque dans la partie nord. J'ai vu comment nos compatriotes priment dans la misère. Ils sont dans la misère comme tout le monde. Et d'ailleurs, lorsque vous allez à l'hôpital, on ne vous traite pas parce que vous êtes la partie nord ou partie sud, vous succombez tous. Quand vous allez à l'université, c'est pareil. Lorsqu'il y a la galère, quand il n'y a pas d'électricité, l'électricité ne choisit pas, bon, ça c'est la maison de X ou de... C'est tout le monde qui est dans la précarité au Congo. Donc même lorsqu'on dit qu'il est là pour les compatriotes de la partie nord, non, c'est faux. C'est des gens qui souffrent, comme tout le monde. Et Denis Sassou Nguesso en fait, il a cette ruse-là, en fait. Il a voulu faire comprendre aux autres, non, je suis là pour vous, mais c'est faux. Parce que ce que vivent les Congolais aujourd'hui, c'est tous les Congolais qui le vivent. Ça, c'est mon avis, hein. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, quand on dit tribalisme, oui, mais oui. quels sont les gens qui sont en responsabilité, qui sont en charge de mener les réformes au niveau du pays? Quand vous voyez dans le gouvernement de M. Denis Sassou Nguesso, les postes gagnés sont occupés par Mais quel? ce ne sont pas ces gens-là qui décident, docteur. Vous l'avez dit tout à Mais l'heure. si, mais C'est Sassou qui décide de tout. au niveau des directions générales, au niveau des Oui. directions centrales, au niveau des postes de commandement, au niveau des postes de responsabilité, même à l'université, il n'y a que pratiquement les ressortissants du Nord. Donc, on se coupe un peu de cet apport-là que devaient avoir les ressortissants du Sud. Ça, c'est Oui, mais une réalité. les vraies décisions viennent de quelque part. Oui, De Sassou Nguesso lui-même, en personne. les vraies décisions viennent de qui? Du gouvernement. Le gouvernement est dirigé par qui? Par M. Denis Sassou Nguesso. Et quand vous voyez bien la répartition des postes, les postes clés reviennent à qui? Je dis non. Mais c'est une illusion. C'est pas une illusion. C'est une illusion qu'il donne aux Congolais pour vous dire que Attendez, moi, je suis là pour attendez, défendre voilà, la partie nord, mais c'est faux. à qui les Congolais vont demander des comptes? C'est aux responsables politiques. Quand on est responsable, on doit rendre des comptes. Mais on se rend compte, si vous voulez bien, que ces responsables-là proviennent en général de la région septentrionale. Oui, mais moi, la question que je vais vous poser, docteur, que Oui, font ces responsables-là pour nos compatriotes de la partie nord? Quand vous allez voir comment est-ce qu'ils vivent, allez-y à l'école, allez dans les quartiers. Quand il pleut là, tout le monde est dans l'eau. On a vu les images. Que font-ils pour ces compatriotes-là? Rien du tout. Donc, vous comprenez que si c'était ça, ils devraient s'évertuer au moins à donner un minimum vital à ses compatriotes. Mais ils ne le font pas. C'est là où je dis c'est une illusion. Il fait semblant de placer, évidemment, les compatriotes de la partie nord pour dire, moi, je suis là pour vous, mais en vérité, allez-y au nord. Allez-y voir ce qui se passe dans les quartiers nord, dans la partie nord, dans les on est, départements du nord. Allez-y, vous verrez. Mais vous n'aurez pas. on est bien d'accord que c'est pas Voilà. tous Donc, les c'est une compatriotes illusion. du Nord qui sont au lait et au miel, mais ceux qui sont en responsabilité, c'est un clan qui s'est accaparé du pouvoir. Donc, c'est des membres d'un gang. Voilà, c'est tout. Ouais, mais Moi, c'est comme ça que ouais, voilà, je traduis ça. c'est une petite tribu. Voilà. Parce qu'au Nord, il y a beaucoup de tribus. C'est une petite tribu. La tribu Moshi de Oyo, Logo, Bunji. Donc, ils se sont retrouvés. Parce que là, il y a même un phénomène qui est en train de se développer. Je ne sais pas si Ils vous ont fait l'avez. main basse sur le pays. Ben voilà. Voilà. Et puis, avec l'armée, et ils maintiennent le peuple congolais sous la terreur et sous la misère. Et vous voyez bien ce qui est en train de se passer maintenant là, ce qu'il est en train de faire, c'est que même tous ceux qui l'ont accompagné, qui lui ont permis de reprendre le pouvoir, il les a tous écartés
Et il est en train de se refermer, se recroqueviller autour de sa famille biologique. Observez bien ses délégations lorsqu'il sort. C'est sa fille, c'est son fils, c'est son oncle, c'est son neveu, c'est... Voilà, donc même ceux qui l'entouraient, qui l'avaient accompagné, tous ont été mis à l'écart. Voilà pourquoi moi je pense que c'est une illusion, les Congolais ne doivent pas se tromper là-dessus. Bon, bref, c'est mon point de vue, il est discutable. Alors, docteur, donc on va boucler notre émission. Vous avez probablement un petit message à passer aux Congolais, je vous laisse quelques secondes pour cela. Non, mais moi, c'est comme toujours, c'est un message d'espoir. On ne va pas revenir sur la vision étriquée que M. Denis Sassou Nguesso a du Congo. Nous, c'est un message d'espoir. On va continuer à parler parce qu'il y a des gens qui disent que vous ne faites que parler. Mais si nous parlons pour les Congolais. Vous ne faites qu'écrire, mais si nous écrivons pour les Congolais. Bon, en tant que démocrate par ailleurs, on ne va pas aller à la conquête du pouvoir par la voie des armes. Ce sera toujours par le dialogue, ce sera toujours par la main tendue. Comme nous disons, en face, nous avons les Congolais, ce sont nos compatriotes. Nous avons une divergence de vue sur la gestion de la chose publique, mais vous savez, en politique, ce n'est pas une question de compromission, mais il y a des concessions, parce que vous ne pouvez pas avoir raison contre tout le monde. Merci, docteur Miakassissa, d'avoir été Merci avec de m'avoir nous. invité. Je vous en prie. Et oui, ben, si les gens pensent qu'on parle, on parle toujours, mais parce qu'on doit parler, parce qu'au commencement était la parole, et la parole s'est faite chère après pour ceux qui lisent évidemment les Écritures, genre la Bible, mais aussi nous sommes à l'ère de la communication. C'est l'ère des réseaux sociaux. Aujourd'hui, tout le monde communique, même les grandes batailles militaires se gagnent par la communication. On n'a plus à se tromper là-dessus. Tout commence par la parole. Et Ouais. puis, Comme on dit, voilà, le reste va toute se crise est matérialiser. avant tout une crise médiatique. Donc, c'est pour ça que nous essayons d'exposer les mauvais mots qui minent le Congo-Brazzaville à la face de nos compatriotes. Bien naturellement, parce qu'on ne peut même pas, on ne peut mobiliser qu'un peuple qu'on a formé. Et former le peuple, il faut d'abord conscientiser, mais la conscientisation passe par la communication. Merci donc d'avoir été disponible au Merci micro à de vous, l'émission. Monsieur Christian Perrin. Je C'était vous en un prie. plaisir. Le Mesdames, plaisir ne Messieurs, vaut que nous, lorsqu'il est partagé, alors. tout à fait. Alors, mesdames, messieurs, merci de nous avoir donc suivis aujourd'hui, comme d'habitude. Je vais donc vous prier de ne surtout pas oublier de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo après avoir massivement partagé cette émission pour nous aider à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. On va continuer à parler, on parlera et la parole finira par se faire chère un jour. Dites-nous également en commentaire ce que vous pensez de cette émission et on se dit au revoir. Merci.